J'ai voulu très tôt me mettre à l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat, je pense que ça s'apprend pas spécialement à l'école. Du moment qu'on est dans l'action de faire quelque chose, ce qui n'est pas la norme. La norme en France, c'est d'être plutôt statique et d'attendre que ça tombe. En fait, on fait partie d'une élite. Et donc, du coup, moi, je vis de mes loyers, je vis du chiffre d'affaires de mes muses et je vis du chiffre d'affaires de mon consulting, assez basiquement. Il fallait que je produise du contenu, il fallait que j'améliore mon élocution. Je me suis dit, allez, go, on va faire un podcast. La thématique du podcast, c'est le 20-80. Et la façon la plus 20-80 pour moi de faire du contenu, c'est de faire un podcast. On parle à des gens qui réalisent des millions par an, qui ont des dizaines, voire des centaines de collaborateurs, qui ont eu des expériences complètement ouf. Les gars, ils ont vécu 10 vies dans une vie. Ils ont tous 30 ans. C'est juste incroyable le parcours de ces personnes-là. Business Advisor, l'advisor, c'est pas moi, hein, c'est l'invité. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, la saison 2 du podcast est lancée. Et du coup, aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque je reçois Natacha, ou elle me reçoit, je sais pas comment. C'est moi qui te reçois. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Natacha, s'il te plaît? Je m'appelle Natacha, j'accompagne Gérald sur le développement de son podcast depuis la création du podcast. On y reviendra un petit peu plus tard dans les questions. Du coup, je t'accompagne au quotidien sur ce développement là de toute cette partie digitale. Ok, bah cool. Et l'idée aujourd'hui, en fait, on a fait un petit sondage sur Instagram, on a sondé les gens un peu à droite à gauche. On a une quinzaine de questions que les gens voulaient nous poser, et donc on a dit qu'on fait cet épisode un petit peu particulier où en fait on va interagir sur les questions, répondre un petit peu à l'envers du décor du podcast, expliquer comment toi tu t'occupes des invités, comment on programme tout ça et tout ce qu'il y a derrière. Parce que je fais pas que du podcast, je fais aussi un petit peu d'entrepreneuriat, il paraît, et donc tout ce qu'il y a un peu sous le capot derrière les gars qui bossent là-bas. Et donc voilà. Je sais pas si j'oublie quelque chose. Non, je pense que tu as fait le tour. On démarre par toi, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur toi et beaucoup de questions sur, il y a eu à peu près autant de questions sur la production du podcast et également comment toi tu gères tes business, etc. Donc ça peut être hyper intéressant du coup de pouvoir découvrir les deux. Ok, super. Bah, je vais projeter les slides. Super. Je te laisse gérer le truc. Ouais, absolument. Du coup, une des questions qui a été posée donc là par Hugo, c'est quoi, Gérald, ton parcours scolaire? C'est Alors, quoi les diplômes que tu as? on commence par une grande question. Alors, moi, j'ai démarré une école d'ingé. Parce qu'en fait, ma formation de départ, je suis développeur web. Ça, il y a peu de gens qui d'au courant. Je fais encore un peu de dev, mais très peu. Donc, je suis pas allé au bout de ma formation parce que j'ai fait tout au long de ma scolarité un parcours lié avec le rugby. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir jouer en espoir dans un club de Pro D2, ça s'appelle Périgueux en Dordogne. Et donc, je suis parti, j'ai quitté l'école d'ingé pour faire tech deco. Donc voilà, donc j'ai un parcours, j'ai commencé par la technique et j'ai fini par le commerce. Voilà en gros. Ok. Et comment tu as eu ce changement entre le sport et le commerce? Ce changement-là, il s'est effectué comment? Comment est-ce que Bah, tu as eu ce tournant en fait? changement d'école lié. Alors déjà, j'étais un dev, je faisais partie, j'étais un peu le Satan de la classe, puisque moi, j'étais pas tout seul, j'étais avec mon associé historique Riles, qui était, on a fait l'école ensemble, et on était déjà nous très branchés sur l'entrepreneuriat, alors que le mood dans notre classe, donc ça c'était il y a un petit moment, j'ai 32, c'était à 19 ans, donc ça fait un petit bout. On avait déjà nos activités de freelance, etc. Alors que nos collègues de classe, ils étaient tous à fond dans des projets open source, etc. Ils n'avaient pas du tout la vision business. Et donc, nous, on était déjà un petit peu hybride entre le marketing, la vente et le dev. On était bien moins bon que les autres techniquement, mais par contre, on aimait le business et donc voilà. Donc, quand je suis parti de Bordeaux pour aller à Périgueux par rapport à cette activité de rugby, en fait, ça m'a pas spécialement posé de problème de changer. Et TechDeco avait un partenariat avec mon club, et donc j'avais un emploi du temps aménagé, donc ça s'est fait facilement, clairement. C'était plus facile. Et Ouais. si tu devais aujourd'hui conseiller quelqu'un là dans ses études par rapport à là ce que tu as fait, toi, donc tu as des diplômes, ce serait quoi le mieux, le Graal qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir avoir des diplômes et réussir? Alors, je pense, c'est la question à milliard, tu vois. C'est très compliqué de dire à quelqu'un d'arrêter l'école, ça peut être inutile de lui dire de le continuer aussi. Donc, il y a vraiment un enjeu. Moi, je pense que j'ai voulu
très tôt me mettre à l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat, je pense que ça ne s'apprend pas spécialement à l'école. Du moins, il y a certaines bases qu'il faut absolument apprendre à l'école. Même si, par contre, pour déculpabiliser ceux qui ont décidé d'arrêter, on peut très vite rattraper une fois qu'on est en route, une fois qu'on est sur le vélo, on peut très vite rattraper les lacunes qu'on a pris. Moi, ça a été mon cas. La comptabilité, je détestais ça à l'école. Au final, maintenant, je suis plutôt bon. Le marketing, je me suis débrouillé sans passer par l'école, etc., etc. La vente également. Donc là-dessus, je peux dire qu'on peut attraper des compétences après. Par contre, si on n'a pas encore de choix, on n'a pas encore décidé ce que l'on veut faire, je pense que l'école est une très très bonne salle d'attente en fait. Ça permet en fait de se créer des expériences et en fait on va tomber. Enfin, je sais pas si toi tu as vécu ça, mais à l'école, moi j'avais des gens qui avaient des débuts de projets tout le temps. Des gens qui commençaient des projets en asso, des projets perso, en entreprise, des gens qui voulaient changer de scolarité, etc. Et à chaque fois, tu te poses la question de te dire ok, mais moi en fait, dans tout ça, qu'est-ce que je fais est-ce que je reste dans le cursus classique? Et donc en fait, tout ça, ça amène des idées, ça amène des conversations. Et donc, je pense que c'est un très, très bon incubateur avant de rentrer dans la vie active. Donc, si on sait ce qu'on veut faire, moi, je pense qu'il faut y aller le plus vite possible. Si on ne sait pas, pour moi, je resterai à l'école. Franchement, l'idée de l'école, c'est une salle d'attente, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, finalement, ça dépend tellement des personnalités des gens. Regarde, moi, j'ai fait un bac+5, mais parce que j'avais besoin d'attendre, en fait, peut-être pour prendre confiance, etc. Il y a des gens qui ont peut-être pas besoin d'autant d'attente. Il y a des gens qui en ont pas du tout besoin. Il y a des gens qui en auront encore plus besoin pour encore plus se professionnaliser. L'idée de la salle d'attente me plaît pas mal, où Mais on la quitte quand on peut et quand on est prêt, quoi. c'est ça, parce que moi, j'aime bien décorréler ça avec le fait que l'école est un apport de compétences. Je suis pas spécialement. Enfin, pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est que vraiment, ça te permet de te développer. Oui, tu vas apprendre quelques trucs importants dans les cours magistraux en amphi, mais c'est pas là que ça va se passer. On sait très bien que c'est pendant les stages et c'est pendant les premières années qu'on apprend le plus. Donc, L'alternance, oui, tout ça. exactement. Et d'ailleurs, l'alternance, tu mets le doigt sur un truc. L'alternance, pour moi, ça devrait être obligatoire dans toutes les scolarités, quoi. Et pas juste des stages de 3 mois, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai fait ma deuxième partie scolarité en alternance et c'est là où tu apprends le plus, en fait, parce que c'est là où tu es tous les jours dans la société. C'est pas juste un stage de 1 mois, 2 mois, et cetera. C'est tellement professionnalisant aujourd'hui de pouvoir être au cœur d'une société, sur la durée, en fait, et c'est ça la clé, en fait, je trouve, finalement. Et je suis persuadé en plus qu'il y a une grosse. Les réorientations scolaires, elles sont après les stages. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu tombes, par exemple, je sais pas, tu veux faire développeur web, tu tombes dans une startup et tu dis, OK, en fait, travailler toute la journée sur le même projet, je veux pas faire ça. Donc, du coup, au final, je vais me réorienter vers un projet d'agence ou je vais faire autre chose, etc. C'est très rarement dans la vision, la vision idyllique que donnent les profs. Déjà parce que tu vois une réalité des horaires, des salaires. Et on sait très bien que dans les écoles qu'on a fait respectivement, on nous ment là-dessus. On va Oui. pas se le cacher. Ah non. Donc du coup, tu vois une réalité et donc voilà. Après ou alors tu te confortes dans un choix d'ailleurs. On n'est pas forcément obligé de voir le truc négatif, quoi. Tu peux te Oui, conforter c'est dans vrai. Tu peux te conforter dans l'idée de, OK, ça me plaît, ça dépend des projets, en fait. Enfin, des projets de exactement. vie et ça dépend des personnalités. Donc, je pense qu'on pourrait en parler 3 plombes de ça, Mmh. finalement. Je passe à la suivante? Ouais, vas-y, je t'en Ouais, prie. vas-y. Quels sont tes conseils pour créer une entreprise muse? Et juste, je l'ai pas rajouté parce que là, c'est Jules qui pose la question, mais j'aimerais bien qu'on rappelle ce que c'est une entreprise muse, s'il te plaît. Ouais. Alors en fait, une muse, c'est, si en fait, c'est le principe. En fait, c'est une philosophie de projet qui, qui est assez simple, c'est je développe un projet qui va bosser sans moi. Donc c'est créer un business automatique qui va nous rapporter de l'argent sans qu'on y dépense du temps. Et en fait, une muse, donc si on regarde après OK, ça c'est bien philosophiquement, on a compris l'intérêt, mais si on regarde OK, ça ressemble à quoi? En fait, ça pourrait être une mini startup. Ça pourrait être c'est un projet avec un système d'acquisition, un système de conversion des clients et un produit qui se délivre. Et très OK. souvent, c'est quelque chose de digital. Donc, en fait, ça peut être une mini startup. Donc voilà l'idée. Et philosophiquement, c'est je fais une action, je fais un gros effort au départ, et en fait, je continue à vivre de mes rentes, parce qu'après, du coup, on peut appeler ça une rente, par la suite. Voilà. OK, et du coup, quels sont tes conseils pour créer cette entreprise? Ou les bases, je dirais, parce qu'est-ce qu'il faudrait pas d'abord avoir des bases solides pour Ouais. pouvoir la créer? Alors là-dessus, déjà, premièrement, une muse,
on va pas pouvoir l'animer à travers des webinars, ou on va pas pouvoir l'animer à travers des appels de vente, parce que le principe, c'est de pas y passer du temps. Donc, on peut pas aller sur des actions de conversion qui sont chronophages. Donc, ce que je pense être bon, c'est d'avoir un système avec, par exemple, un fort niveau de recherche de l'internaute et un système de conversion. Donc, par exemple, un site de e-commerce ou un service en ligne. Moi, par exemple, j'ai démarré avec des services en ligne. Alors, je peux pas exactement dire ce que c'est ici, parce que sinon, en fait, l'intérêt d'une muse, c'est d'être plutôt secret pour pas être plagié. Mais moi, c'était des services en ligne. Donc, j'ai utilisé mes compétences de dev pour les mettre en place. Mais par exemple, je peux vous donner un exemple un peu bateau que moi, je ne fais pas. Donc, par exemple, je peux très bien créer un bot Instagram pour ajouter des likes à des photos et faire payer la prestation 15 euros à chaque fois que quelqu'un utilise mon service. En fait, c'est pas moi qui vais faire les likes, ça va être mon bot, donc je vais le développer une première fois. Donc un bot, c'est un robot, je vais le développer une première fois, et ensuite, les gens, je vais faire de la pub en continu, donc il y aura un fort niveau d'intention, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont taper obtenir des likes sur Instagram, ils vont tomber sur mon site, je les close à travers un formulaire de paiement classique, comme une activité e-commerce traditionnelle, et derrière, ça délivre. Une formation qui est entièrement automatisée et qui est automatisée dans sa livraison et dans sa commercialisation, c'est une muse également. L'idée, c'est vraiment philosophiquement de ne pas passer du temps dessus et vivre de sa rente. Donc en gros, est-ce que le secret, non, c'est pas un secret non plus, mais ce serait d'y passer peut-être un fort temps au début, parce que ça peut être assez fastidieux au départ de créer ce bot, et cetera. Par exemple, là, pour l'exemple d'Instagram, pour ensuite être complètement autonome, il va se gérer Ouais, c'est complètement ça. seul, quoi. Moi, sur ma muse principale, ça fait 8 ans qu'elle est en ligne. Aujourd'hui, j'ai juste 2 calls dans l'année avec le média buyer qui gère l'acquisition, c'est tout. Donc Donc, voilà. Et c'est une source de revenus non négligeable. OK, donc peut-être bien processiser au début, Mmh. tout mettre en place exactement et par la suite, pouvoir, Mmh. que ça puisse être, se gérer seul, quoi. C'est ça, mais je pense que, en fait, je crois que la question, elle est revenue plusieurs fois. Enfin, le thème de la muse est revenu plusieurs fois. Je pense que je ferai Ouais. une masterclass là-dessus prochainement. Mais je C'est crois quelque que chose c'est qui la est assez question fondamental. d'après. Ça ah non, c'est juste après, enfin, Alors, on reparle de la muse juste après. Et bon, d'après toi, du coup, quel business il faudrait lancer? Alors, par Baptiste, la question est par Baptiste. Quel business lancer aujourd'hui à la là? alors, là-dessus, moi, je suis très adepte de la méthodologie quand on lance quelque chose, de la méthodologie, pardon, Lean, qui consiste en fait à dépenser le minimum d'efforts au départ. Donc c'est l'opposé de la muse, hein. On est, heu, on est dans l'opposé. C'est que je dépense le minimum d'efforts au départ pour lancer le truc. Et en fait, ça dépend en fait des skills de chaque personne, des compétences techniques de chaque personne. Si par exemple, mon actif le plus gros dans ce que j'ai à proposer pour développer un business, c'est mon temps, en fait, ce que je ferais, c'est que je lancerais un business de prestation ou de consulting. Ça, c'est une des premières choses. Si j'ai vraiment des compétences en media buying, je lancerai un business en e-commerce, clairement, sans hésiter. Et si j'ai des compétences techniques, je ferai soit du consulting, soit je développerai un projet en mode développement technologique, donc soit startup, soit muse. Je ferai ça. Mais pour moi, le plus facile à lancer, si demain je repars de zéro, et que j'ai plus de contraintes de temps, etc., et j'ai pas spécialement de fonds pour démarrer, je lance un business de consulting. Par exemple, je deviens consultant SEO, je deviens closer, je vais améliorer des pages de vente, je vais faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire, je vais proposer mon temps. Moi, j'ai été comment dire, matrixé avec la semaine de 4 heures, qui est le bouquin de Tim Ferriss qui m'a fait aimer les muses. Mais à côté de ça, si je devais relancer un business from scratch avec zéro expérience, je lancerais pas en mode semaine de 4 heures, mais en mode consulting, je vendrais mon temps. Voilà. Donc, là, demain, si, une personne vient, donc déjà, il faut qu'elle se base sur ses compétences. Si je reprends, il faut quand même qu'elle se Mmh. base sur les compétences qu'elle peut avoir. Déjà les déceler, savoir, où est-ce qu'on est bon et pouvoir les mettre à disposition des gens. Donc soit, si on a le temps, sur le système du temps, comme tu dis, ou sinon pouvoir essayer de développer une muse par ce biais-là. Exactement. Hem, Est-ce que tu trouves pas, on a déjà eu une conversation tous les 2 par rapport à ça et j'aimerais mettre le doigt dessus, sur, est-ce que c'est pas intéressant aussi aujourd'hui de connaître les problématiques des personnes pour peut-être se former à autre chose, s'adapter aux problématiques du Ouais. marché actuel et appuyer là où, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais pour appuyer où ça fait mal sur certaines personnes et pouvoir récupérer, par la suite, du bise ou pouvoir se former grâce à ça?
Ouais, en fait, c'est pour ça que je dis le consulting. C'est vrai que là, tu approfondis, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, si on vend son temps, la promesse, si admettons, ça va être de dire je vais améliorer ton référencement naturel, c'est en gros de dire la promesse enfin, induite, c'est de dire ok, je vais passer du temps sur ton projet. Et du coup, ça va permettre de s'adapter. Si je vends un produit qui est déjà fini, je vais pas pouvoir m'adapter. Et quand je dis m'adapter, c'est me former, ça va être changer mon offre, passer plus de temps avec mon client, du coup comprendre ses vrais besoins fondamentaux. Et ouais, en effet, c'est pour ça que j'aime bien le consulting parce que ça te permet en fait de faire évoluer ton offre pour ensuite en créer un produit, de faire d'un service un produit. Nous, c'est comme ça qu'on a fait sur Neosis. Au départ, on a fait du conseil stratégique et ensuite on a compris qu'il y avait un vrai problème au niveau de l'acquisition client et on a créé un produit sur l'acquisition client. Mais c'est exactement ça en fait la démarche. Et c'est pour ça que j'aime bien le consulting, c'est parce que c'est pas cadré. La promesse, c'est de vendre, c'est de proposer son temps. On vend son temps, donc du coup, ça nous laisse la possibilité d'apprendre des choses. Ok, donc petite préférence pour toi, en tout cas pour le consulting dans ce côté-là. Parfait. Tu peux passer à la prochaine question, je pense. Est-ce que se remettre en question est important dans ce que tu entreprends? Ouais, alors clairement, pour moi, c'est en fait, c'est oui, fondamentalement, mais par contre, se remettre en question, ça doit pas nous figer, ça doit pas nous empêcher d'avancer. C'est-à-dire, remise en question, pour moi, elle est quotidienne, évidemment. Mais par contre, j'ai une équipe, j'ai des clients, j'ai des obligations, j'ai des engagements. Du coup, c'est pas parce que je me remets en question aujourd'hui que demain matin, je vais venir voir mon équipe et je vais lui dire OK, on arrête tout ce qu'on faisait sur cette partie-là, on va changer. Je vais pas aller voir mes clients en disant OK, j'arrête la presta alors qu'elle est censée finir dans 2 mois, etc., etc. Je vais pas, je vais pas je vais pas me désengager parce que je me remets en question. La remise en question, elle est naturelle, mais elle doit pas être nauséabonde. Et pardon, c'est très souvent le cas pour les gens qui démarrent. C'est-à-dire que moi, je fonctionne en plan de 90 jours. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est de Stan Leloup. Je mets un objectif à 90 jours et je découpe ces 90 jours en tâches. Et je vais appliquer ces tâches-là. Donc, ma remise en question, elle est quotidienne. Je peux poser ça dans un endroit. Moi, par exemple, je prends énormément de notes. Je pose ça. Et à la fin, quand je replanifie mes 90 jours, je prends en considération ma remise en question. Et sur l'objectif, en fait, je vais en tenir compte. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de faire redescendre la pression. C'est-à-dire que quand j'ai une remise en question, très souvent, c'est par le négatif. Et si je réagis à ce moment-là, j'aurai une réaction qui va être émotionnelle et je vais pas avoir une réaction qui va être, comment dire? Positif Factuelle, pour ton... Ouais. voilà. Et donc, en fait, je vais prendre des décisions qui seront peut-être pas spécialement les bonnes, du moins qui seront prises, sur l'émotion, c'est jamais bon, voilà. Donc oui, se remettre en question tous les jours, mais ne pas en tirer trop vite de conclusions. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Si, la remise en question doit pas prendre le pas sur ta prise de décision, en fait. Faut pas que tu sois, Du tu en moins à parles court terme. là, Du moins à court ouais, terme. il faut surtout pas que l'émotion, elle prenne le pas parce qu'en fait, à partir du moment où c'est ton émotion, alors oui, ton émotion peut te guider, effectivement, il y a pas de souci, mais à partir du moment où l'émotion prend le pas peut-être un peu trop et en général, c'est un peu négatif comme tu dis là, si tu te remets en question, que tu dis à ton client que tu termines, ta presta alors que tu as pas du tout terminé ta presta, il y a un autre type de remise en question qui peut être effectué et peut-être pas se laisser, submerger par l'émotion. Mmh. C'est jamais, ça peut jamais être positif. Se poser, réfléchir, mais oui, pour moi aussi, la remise en question, tous les jours, mais il faut pas qu'elle soit trop, Mmh. importante. Tu vois, moi, cette année, donc là, on est le 10 mars. Ouais. Depuis le début de l'année, j'ai pas écouté de podcast, ce qui est ultra paradoxal, vu que en fait, on produit le podcast. Mais attends, Parce moi je le qu'en fait, savais même pas justement, ça. ouais, non, non, mais en fait, parce que je vois, en fait, alors je parle du podcast maintenant, mais c'est pareil pour certaines réunions de mastermind, etc. Je passe beaucoup moins en hot seat, etc. Parce que justement, en ce moment, ma remise en question, elle serait pas forcément. Là, j'ai besoin de faire dérouler le plan et je m'interdis un petit peu la remise en question. Donc là-dessus, j'essaie de le gérer. Mais quand j'écoute un podcast, si le mec me passionne, en fait, je peux me dire, OK, je veux rencontrer ce mec, je veux l'interviewer, je veux comprendre son business et je veux changer de vie, quoi. Je veux être ce mec-là. Et donc ça, forcément, c'est pas bon parce que je reviens au bureau et je fais chier tout le monde, quoi. Quand je vais voir, voilà. Quand mes collègues, je dis, OK, j'aimerais bien qu'on lance ce truc-là. Et eux, en fait, qui charbonnent vraiment, ils me disent, ouais, non, détends-toi, on a juste un plan de 90 jours à exécuter, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. donc voilà. Donc
OK pour la remise en question et peut-être, en fait, la remise en question, est-ce que c'est pas ce serait pas bien alors je soulève un sujet là, on va voir si on l'approfondit ou pas, mais est-ce que la remise en question, elle est tout le temps faite par le monde extérieur qui nous entoure? À se comparer, tu vas pouvoir écouter un podcast, te dire: «Oh purée, je veux faire ça, ça, ça». Est-ce qu'il faut toujours se remettre en question face à l'extérieur? Ou est-ce qu'on peut arriver, d'après toi, à se remettre en question, seul? Ouais, mais alors ça, c'est un vrai truc. Le trigger de la remise en question, pour moi, elle peut être, enfin les deux trucs que j'identifie rapidement là, c'est les gens qui vont se comparer et les gens qui vont attendre de toucher le fond pour se remettre en question. Pour moi, il y a ces 2 grandes catégories et moi, je sais que, par exemple, je suis extrêmement bon. C'est le moment où je suis le meilleur, c'est quand justement, je suis dans une vraie phase de, critique. J'ai un Donc business quand qui tu touches le s'arrête. fond. Ouais, c'est quand je touche le fond, que je vais être je me mets en mode Iron Man et que là, à ce moment-là, je déroule, quoi. Mais j'ai besoin de ça, alors qu'il y a des gens, ils ont juste besoin d'avoir un mec qui les challenge, qui leur colle un peu au basque, qui est en train de monter, 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 derrière eux, donc un challenger, pour dire: «OK, en fait, je ne dois pas laisser ce mec-là passer devant moi, je vais devoir être meilleur». Moi, je suis pas du tout là-dedans, ça, je m'en fous, mais moi, c'est ma curiosité qui me challenge et le fait d'être, et le fait de toucher le fond qui me challenge, en tout cas. Ouais, c'est vrai, je suis en train de réfléchir moi aussi, je pense que c'est là quand tu es sur une phase en fait où, là les émotions reviennent aussi un petit peu, mais quand tu es vraiment au plus bas, c'est là où tu peux pas faire plus bas, bah, tu peux que faire plus haut donc go en fait. Mais c'est Pardon. ça exactement. Exactement. Là, tu pas de problème de riche à te poser des questions parce que tu t'ennuies. C'est juste qu'en fait, tu pas le choix, il faut te sortir les doigts Oui, de là où ils sont. oui. Voilà. Yes. J'ai Une question qui est vraiment beaucoup revenue et c'est moi une des premières questions que je me suis posée quand je l'ai rencontré. Combien tu as de sociétés, Gérald, et comment tu arrives à tout gérer? Surtout ça, cette question. Alors, le nombre de sociétés, ça veut un peu tout et rien dire. Réellement, moi, j'isole beaucoup mes business parce que j'ai une activité, de conseil, comme pas mal de monde le sait. J'ai, donc du consulting, donc j'aide des gens à développer leur boîte. À côté de ça, je prends des participations dans des business. Donc c'est hyper délicat parce que c'est pas mes boîtes à moi, mais je prends des petits pourcentages dans plein de business que je vais accompagner. Donc c'est très délicat de comptabiliser parce que il y en a qui sont réellement où je suis réellement au capital, d'autres j'ai des options de prise de capital, etc., etc. Et j'ai mon activité historique, ce qui m'a fait un peu connaître au départ, c'est l'activité de e-commerce. Et donc là-dessus, bah, selon les business, selon avec qui on s'associait, selon les endroits géographiques où on travaillait, etc., on pouvait monter une boîte juste pour gérer un site. Donc en fait, des boîtes réellement, je suis incapable de le dire, il y en a un bon paquet. Moi, dans tous les cas, je considère que j'ai ma holding et que ma holding est propriétaire des autres boîtes. Donc moi, ce que je veux développer, c'est ma holding à travers toutes ces activités. Et donc ça, c'est toute la partie qui concerne le digital, le web. Et à côté de ça, je fais de l'immobilier. Et l'immobilier, je ne le fais pas à titre personnel, je le fais à titre commercial. Donc j'ai des SAS qui sont des foncières et des sociétés de marchand de biens que je n'opère pas moi, où je suis associé. Je suis jamais, à part dans ma holding, je suis jamais tout seul dans les sociétés. Donc voilà. Et du coup, comment j'arrive à le gérer? Ben, en fait, là, je viens d'y répondre. C'est que je suis associé avec des gens qui vont opérer le business. C'est-à-dire, moi, je vais être challenging sur la vision. Je vais amener des conseils stratégiques, puisque j'ai déjà fait des choses par moi-même avant, et je continue à en faire un petit peu. Mais c'est pas moi qui vais opérer. Par exemple, si on prend l'exemple de l'activité de consulting, euh, j'ai mis en place l'activité de consulting. C'est Baptiste aujourd'hui qui fait la livraison client et qui opère la livraison client. Donc tout ça, en fait, je peux renvoyer vers l'épisode qu'on a fait avec Romain Collignon sur le concept de visionnaire et intégrateur. Et en gros, à chaque fois que moi je prends des parts dans un business, je fais en sorte qu'il y ait, enfin, si je suis opérationnel, je fais en sorte qu'il y ait un intégrateur derrière pour pouvoir opérer. Par contre, l'intégrateur, lui, ça l'oblige, entre guillemets, à avoir quasiment que ça comme activité parce que lui, il a réellement bah, les mains dedans, quoi. Voilà. OK. Donc essayer de est-ce qu'on peut parler d'association là? Ouais, carrément. Bah ouais, c'est ça. En fait, par exemple, aujourd'hui, en immobilier, par rapport à ma capacité de financement, je suis au bout. Et donc, du coup, je sais que maintenant, si je veux faire de l'immobilier, je peux plus le faire tout seul. Il faut que je m'associe. Donc, du coup, ben, j'ai des boîtes. J'ai une boîte qui détient un immeuble. On pourrait dire, ouais, c'est un peu surfait. Mais en fait, une boîte, c'est pas grand-chose, hein. Une boîte, c'est des démarches auprès du greffe pour l'inscrire, 2-3 démarches, etc. Alors, je minimise pas le boulot de ceux qui font ça, mais en gros, c'est pas
insurmontable de monter une boîte. Par contre, je me rappelle la première fois que j'ai monté, donc ça c'était pendant l'école d'ingé, j'ai monté ma SARL avec Riles, du coup, ça m'a, enfin, je me rappelle de cette époque-là, j'avais l'impression de, enfin, c'était, je m'engageais plus que si je me mariais, quoi. C'était un truc de ouf. Et alors que maintenant, les boîtes, bon, on en monte, on en a même en attente. Et après, bon, il y a le fait aussi qu'on soit associé dans que mon groupe soit associé dans un cabinet juridique où on peut monter des boîtes facilement. Mais moi, je suis pour dissocier les activités avec une holding patrimoniale au départ, tout en haut, qui détient les parts des autres activités. Donc voilà. Ok, je vais soulever une question qui n'a pas du tout été posée. On parle un petit peu d'association là. Tu dis que tu es associé avec une boîte, enfin plusieurs boîtes. Comment on fait pour bien s'associer, Gérald? Et est-ce Alors qu'il faut ça, s'associer? ouais. Alors ça, c'est une excellente question. J'ai tourné la semaine dernière un épisode, il va sortir bientôt, avec Nicolas Richer de WP Chef, où justement il aborde en fait les problématiques d'association, puisque eux, ils étaient 3, ils viennent de se séparer. Et pourtant, ils avaient fait tout ce qu'il fallait sur le papier. C'est-à-dire, ils avaient fait un super pacte d'associés. Les mecs, ils ont à peu près la même vibes. Ils sont, tu vois, les gars sont à peu près pareils, etc. Et au final, la sauce, elle n'a pas prise. Et donc, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas prévoir. Je pense qu'il faut le prévoir administrativement, mais on ne peut pas savoir si ça va bien se passer ou pas. Donc, on doit le prévoir, mais on ne peut pas le savoir. C'est ça. C'est un peu le truc que j'en ai tiré de cet épisode. Dans tous les cas, je vous conseille tous d'aller le voir. Il est vraiment cool, cet épisode. Et, et donc s'associer, pour moi, oui, clairement. Mais il faut le faire pour des bonnes raisons. Il faut le faire pour des bonnes raisons. Il faut le faire. Un associé doit challenger la vision. C'est-à-dire que c'est pas je m'associe et derrière il y a mon intégrateur que je vais payer à travers du capital pour payer moins cher. C'est comme, enfin ça moi quand j'avais mon site et que je me considérais encore comme développeur, tous les jours j'avais des demandes, mais vraiment tous les jours, hein, je mens pas. J'avais des demandes qui arrivaient sur mon site en mode j'ai un PowerPoint, j'ai besoin de développer un truc, je te donne 15% de la boîte, tu développes tout le projet et on lèvera des fonds et à ce moment-là, tu seras payé. Ça, par exemple, ça veut dire en gros associer le CTO et ça, c'est un truc que moi, je ne veux pas faire. C'est-à-dire qu'on peut, il faut le payer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre un salarié et un associé. Donc, moi, je pense qu'il faut le salarié et éventuellement, on peut lui donner des BSPCE, on peut lui donner des participations, mais ce n'est pas le premier de son revenu. Et pour moi, dans ce sens-là, sinon, le gars n'est pas associé. Il est juste payé par du capital et il y a une nuance. L'associé, pour moi, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose que le juriste va vous dire. Un associé, pour lui, c'est quelqu'un qui a une part du capital. Pour moi, c'est quelqu'un qui challenge la vision. Ok, donc challenger la vision. Pour moi, c'est clairement ça. Ok, très bien. C'est très clair. C'est parfait. On a eu une question aussi sur le fait de t'expatrier et pourquoi est-ce que tu t'expatries pas comme tous les autres? Bon. Alors, je connais bien Jules, on échange pas mal sur Instagram. Il m'avait déjà posé la question en live. Il a reposé dès que j'ai ouvert, la boîte de dialogue d'Insta. Alors, du coup, Jules, il est comme moi. Jules, il est en France. Jules, je crois qu'il est du côté de Lyon. Et alors, ouais. Donc, moi, bah, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je fais de l'immobilier. Alors, si je parle juste d'un point de vue factuel et après, je parlerai d'un point de vue idéologique. Factuellement, déjà, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants, le grand a 8 ans, la petite va avoir d'ici 20 jours pile poil 4 ans. Et donc déjà, les enfants, moi les élever en France, je trouve que c'est une super opportunité. Ce n'est pas la seule, mais je trouve ça cool. Donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, j'ai des salariés. Nous, on utilise très peu de freelance. Donc dans la boîte, les gens sont là, on a un bureau, on a même 2 bureaux. Et puis voilà. Je suis propriétaire de ma résidence principale, mes parents sont ici, ils sont âgés. Mes frangins sont dans le coin aussi. Donc, en fait, en termes de famille et d'attache, je suis ici. Mais à côté de ça, on pourrait dire Genève, c'est à 1 heure d'avion et Londres, c'est à 1 heure et demie quoi, de Bordeaux. Donc, c'est pas réellement un problème en soi. Mais j'ai aussi l'activité d'immobilier. Le fait d'être fiscalisé en France, ça me permet de faire du levier bancaire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas mal de biens en immobilier, mais j'ai jamais mis un centime dans la machine. C'est la banque qui a toujours tout financé. Donc, sauf les opérations de marchand de biens, mais ça, je ne le considère pas comme de l'immobilier patrimonial. Donc, si j'étais ailleurs, je n'aurais pas eu cette opportunité de me créer du patrimoine par de la dette. Et moi, je considère que l'enrichissement, il se fait par la dette. Donc voilà. Donc ça, c'est pour tous les côtés un peu factuels que je pourrais répondre pour être... ça suffirait comme réponse, mais à côté de ça, il y a quand même une idée que la France, il faut qu'elle se...
il faut qu'elle se remplisse par de bons profils et il ne faut pas qu'elle se vide par les bons profils. Pour moi, il ne faut pas que ça fasse un vase communicant. Et donc, je considère qu'on fait de la création de valeur dans ma boîte ici. Si moi, je m'en vais ailleurs, en fait, je n'aide pas au développement. Alors, ça fait un peu présomptueux, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Même le gars qui est en alternance et qui veut se lancer, ou le gars qui fait une activité de formation X ou Y et qui n'a pas encore fait un centime. C'est valable pour tout le monde. Du moment qu'on est dans l'action de faire quelque chose, ce qui n'est pas la norme en France, c'est d'être plutôt statique et d'attendre que ça tombe. En fait, on fait partie d'une élite, même si on n'a pas fait un seul centime de chiffre d'affaires, je tiens à le préciser. Et donc, moi, je trouverais dommage en fait que en fait, ce genre de profil parte. Donc voilà. Et par contre, Natacha, t'es bien amie avec Alice, du coup, mon épouse, et tu sais qu'on fait la fête très souvent, et une fois par mois, on prend l'avion pour partir en vacances, on laisse les enfants chez la grand-mère, etc. Donc ça ne nous empêche pas de vivre en fait le fait d'être en France et de pouvoir passer des week-ends un peu partout en Europe et ailleurs. Donc ça ne nous empêche pas de vivre, mais à côté de ça, ce côté idéologique et ce côté factuel sur l'entreprise et sur le développement du patrimoine, c'est pour ça que je reste en France. Donc quand même, il y a ce point-là où Gérald, ça fait très patriotique en fait, ça, mais fier d'être là, et je veux rester là et apporter à mon pays ce que je peux apporter. Je veux rester là. Si je dois partir autre part, j'irai en vacances, en voyage, il n'y a pas de Ouais, c'est ça, souci. Mais moi, exactement. mes sociétés, elles sont là. Exactement. À côté de ça, enfin, on en parlait avec Mohamed Bouclé dans l'épisode, on parlait de la scolarité. Alors même si moi, mes enfants sont dans le privé, moi, j'ai été éduqué dans le public jusqu'au lycée, et je trouve que c'est une super opportunité. Et on en parlait avec Mohamed dans l'épisode, puisque lui, il est dans la science de l'apprentissage. Et en fait, on trouve que c'est une super opportunité quand même d'élever des enfants en France. Donc en plus de ça, il y a cette couche-là qui me convient bien. OK, d'accord. Donc pour le développement également, en fait, de ta famille, tout Ouais, simplement. exactement. Mais je vais voir mes potes à Dubaï de temps en temps, et d'ailleurs j'y vais bientôt, donc voilà, Oui, il y en a un paquet, hein, du podcast qui sont à Dubaï. Le podcast, on aurait peut-être même dû faire une version, enfin quasiment, ils sont quasiment tous à Dubaï, donc voilà. OK, on revient sur les entreprises Muse. Donc combien est-ce que tu as d'entreprises Muse et combien de chiffres d'affaires génèrent-elles? OK, alors en fait, donc on revient sur les muses, donc ça vraiment ça me conforte dans le fait qu'il faut faire cette masterclass. En fait, réellement, je vais pas pouvoir répondre clairement parce que des sites de e-commerce, en ce moment, on n'a plus de pubs qui tournent, mais il y a encore 2 mois, on avait une quarantaine de boutiques. Là, on est en train de tout remanier, donc en fait, c'est très compliqué de le dire comme ça. Le chiffre d'affaires global du groupe, je le connais. 2020, on fait 6,4 millions. Je le dis parce que c'est sur mon site, mais on fait 6,4 millions de chiffre au global. Et cette année, on a fait tout juste 6 millions. Donc voilà, on est à peu près au même chiffre d'affaires sur 2021 que sur 2020, à quelque chose près. Ce qui est plutôt bien, parce que 2021 était une année exceptionnelle de par les confinements, etc. Les activités Internet ont cartonné. Donc, on arrive à se maintenir. Je pense que cette année, on fera un petit peu moins parce qu'on a recentré nos activités sur des activités qui font moins de chiffre d'affaires, mais qui font plus de marge, puisque c'est quand même ça qui compte. Et parce que ça fait bien de dire 6 millions, mais à la fin, il faut regarder ce qui reste. Et donc voilà. Donc là-dessus, je suis plus trop dans le vanity métrique du chiffre d'affaires. C'est plus trop ce qui m'anime. Mais par contre, c'est vrai que le chiffre d'affaires amène des contraintes. Le chiffre d'affaires, il faut le voir plus comme un gain de contraintes qu'un gain de trucs hyper kiffants. Parce que développer du chiffre d'affaires, c'est obligatoirement développer une équipe. Développer une équipe, c'est développer de l'humain. Donc il y a forcément des contraintes. Donc moi, j'ai du pot. Mon équipe, ça se passe hyper bien, mais c'est forcément un risque à prendre en compte. Et puis, c'est développer du SAV, c'est avoir plus de clients. Donc avoir plus de clients, c'est encore de l'humain, et donc voilà, etc., etc. Donc voilà, développer du chiffre d'affaires, c'est plus souvent des problèmes que des bonnes choses. La marge, par contre, c'est que des bonnes choses. Je sais pas si c'est, que des problèmes. Je dirais que c'est plus de risques, en fait. Ouais, clairement, mais pour moi, le risque, c'est des problèmes à venir, quoi. Pour moi, le OK, risque, c'est un problème sous-jacent. Voilà. OK, et du coup, c'était la question juste avant, je me permets Yes, de je la rebondir remets. dessus. Du coup non, t'inquiète, c'est pas grave. Du coup, est-ce que tu peux considérer que toutes tes sociétés aujourd'hui sont des muses ou pas du tout? Non, l'activité de consulting, quand le mardi, je me fais 5 ou 6 zooms d'affilée, j'ai pas l'impression que c'est une muse. Ça, c'est clair. Et après, à côté de ça, iLab, qui est donc notre organisme de formation où on vend des formations WordPress,
entre autres. On a commencé par les WordPress et maintenant on a étendu le spectre. Et pour moi, maintenant, c'est une muse parce qu'elle est opérée par un intégrateur et les coachings sont faits par des coachs qui ne sont pas moi. Donc aujourd'hui, moi, tous les mardis, je crois que c'est les mardis, à 9h, j'ai ma weekly. Et donc, c'est à ce moment-là où moi, j'opère la boîte, où je travaille sur la boîte. Mais sinon, c'est pas mon sujet, en fait, Ilab, aujourd'hui. Ok, donc des entreprises muses, mais tu as quand même, Ouais, il y a les deux. t'es quand même avec d'autres sociétés où tu passes. Mais je dois me confesser, quand je tournais qu'avec des muses, j'avais qu'une envie, c'était de faire des business où je vendais mon temps. Et donc, parce qu'en fait, on n'aime pas trop le vide. Donc voilà. Donc c'est cool de pouvoir gagner des revenus automatiques, mais c'est cool aussi en termes d'identité. C'est vraiment hyper important de savoir se présenter. Souvent, moi j'aime bien le dire, je l'ai dit plusieurs fois dans les interviews, mais je préfère qu'on me dise fous-toi à poil maintenant que me dire présente-toi. Parce que présente-toi, ça me met toujours mal à l'aise. Et donc voilà, si tu travailles qu'avec des muses, tu peux avoir des difficultés à te présenter, à t'identifier à quelque chose. Et c'est dommage. Ok, très bien. Parfait. Je passe à la suivante, c'est bon? Ouais, vas-y, ouais, c'est bon. Du coup, quelles sont tes différentes sources de revenus? Ouais. Alors moi, à titre personnel, je touche un salaire de ma holding. Et ma holding refacture des management fees à toutes ses filiales. Et donc, à toutes ces filiales, celles qui fonctionnent, parce qu'on raconte toujours les trucs qui marchent bien, mais il y a aussi les trucs qui ne fonctionnent pas, et qui mettent du temps à fonctionner. Et donc, du coup, moi, je vis de mes loyers, je vis du chiffre d'affaires de mes muses, et je vis du chiffre d'affaires de mon consulting, assez basiquement. Et l'IMO, non, ça se. Si, les loyers. Ouais, si, les loyers. Sur les opérations de marchand de biens, les opérations de marchand de biens, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, pour être tout à fait transparent, tous les mois, on abonde, on utilise l'excédent de trésorerie des activités des muses pour envoyer sur les activités de marchand de biens. Et aujourd'hui, on n'a pas encore pris le cash. C'est-à-dire que le truc s'auto-nourrit. Donc voilà. Et on fait des projets de plus en plus gros. Et donc voilà. Et quand je dis marchand de biens, d'ailleurs, c'est de la promotion, c'est pas vraiment de marchand de biens. Les seules opérations de marchand qu'on fait, c'est quand on fait de la division parcellaire. Donc voilà. Mais sinon, voilà. Et là, j'en parle. Mais moi, vous ne me verrez jamais avec une paire de bottes et une truelle. Je suis incapable d'aller sur un chantier. Donc vraiment, je suis juste l'associé financier dans tout ça. C'est Nico qui gère ça, un de mes associés sur cette boîte-là. Toi, tu es l'associé qui challenge. Ouais, moi je suis là pour moi je suis là pour ça boire le champagne, moi. Parfait, nickel. Ensuite, Marie nous a posé la question, est-ce que tu as pour projet de développer ton propre mastermind dont tu serais le principal intervenant? Alors, le sujet s'est posé plusieurs fois, pas par moi, mais il a été suggéré par l'équipe, il a été suggéré par des clients. Alors non, moi je me le sens pas de le faire pour le moment, c'est pas du tout ce que je veux faire. Déjà, moi je suis dans un mastermind qui me convient très bien, et donc je veux déjà avoir fait le tour de ça avant de continuer. Même aujourd'hui, mes accompagnements, il n'y a pas encore de consulting de groupe, de coaching de groupe, il y a que de l'individuel. J'aime bien avoir cette proximité. Donc voilà, mais par contre, j'y travaille. On sera peut-être amené à en parler plus tard à travers les slides, mais j'y travaille pour amener quelque chose en groupe. Donc le mastermind, je trouve ça absolument génial. Je pense que cet été, je vais faire venir tous les clients de la boîte de consulting qui s'appelle Neosis sur Bordeaux pour déjà vivre un événement sur un week-end pour prototyper ça, mais ça sera pas un mastermind. Ça sera plus pour moi, ce sera plus la kermesse de fin d'année. Que réellement un mastermind à proprement dit où il y a un suivi sur 1 an, etc. Par contre, j'adorais être intervenant dans un mastermind, c'est-à-dire comme je l'ai fait dans ScaleX, etc. Faire des conférences, animer, donner de mon temps pour apprendre. Mais pour l'instant, je me sens pas encore prêt pour le faire. Après, le jour où on voudra se lancer, Romain Collignon a une solution clé en main pour lancer des masterminds. On fait une copie du sien et on lance. C'est son projet dans ce moment, donc des masterminds clés en main. Je sais que je le ferai avec lui, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est pas encore d'actualité. Tu es encore dans la salle d'attente pour l'instant, peut-être? Ouais, exactement. C'est exactement ça. Mais ça, sur plein de sujets. Hein. Tiens, en ce moment, il y a la hype des NFT. Les NFT, je m'y intéresse, mais je m'y intéresse, j'y passe du temps, j'interviewe des gens, je discute avec des gens, mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le truc qui me plaisait là-dedans. Donc, on lancera un NFT un jour, mais c'est pas du tout d'actualité pour le moment. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Le consulting, ça met un moment aussi avant de démarrer. Hein. Je faisais du consulting gratuit au départ. Hein. Et alors, j'en fais plus, hein, pas la peine de me solliciter, c'est plus le cas. Mais c'est ce que j'allais dire. Ne dis pas que tu faisais du consulting gratuit parce que non. Mais non, mais par contre, j'ai voulu un peu la même démarche que pour le mastermind, c'est-à-dire que
j'ai accompagné des gens qui n'étaient pas des clients du coup que j'accompagnais gratuitement pour voir si ça me plaisait, pour voir si tenir une relation de long terme sur un business ça m'intéressait, bosser sur le business des autres ça m'intéressait, etc. Mais j'ai toujours besoin de cette étape moi d'observation. Voilà. OK. Très bien, très intéressant. Ensuite, on a une question. Pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast, Gérald? Alors, mes challenges sur l'année 2021, c'était d'améliorer mon élocution et je me suis dit qu'il fallait que ça c'était il fallait que je lie l'utile et l'agréable et donc il fallait que je produise du contenu, il fallait que j'améliore mon élocution. Je me suis dit: «Allez go, on va faire un podcast». Le podcast, le la thématique du podcast, c'est le 20-80 et la façon la plus 20-80 pour moi de faire du contenu, c'est de faire un podcast. Parce que, on peut expliquer un peu comment on s'organise tous les 2, mais toi tu gères Mmh. toute la partie logistique. Moi, j'ai une tâche dans mon agenda pour enregistrer. J'ai le lien, comme l'invité. En fait, je suis invité de mon podcast aussi en même temps. C'est-à-dire que moi, un podcast qui va durer 1 heure, il me prend 1 heure à faire. Et ensuite, après tout le reste, c'est toi qui l'automatise avec de la production. Enfin, c'est automatisé pour moi. Donc, en fait, pourquoi Oui. créer le podcast? Parce que ça me permettait, à titre personnel, d'améliorer un petit peu mon élocution, prendre la parole. Je ne l'avais jamais fait, je ne m'étais jamais montré. En plus de ça, faire du contenu pour la boîte, ça a un vrai impact sur la boîte. Et en plus de ça, ben, c'est 20-80, ça me mange pas trop de temps. Donc c'est super. Et après coup, c'est quel a été, si je détourne un peu la question, quel a été le bénéfice derrière ça? Ça m'a ouvert un réseau de ouf. Ça m'a ré ça en termes de réseau, c'est pour moi le truc qui m'a le plus apporté dans ma vie. J'ai pu parler à des gars dont je lisais les livres, donc ça, c'est hyper cool. Ça a apporté beaucoup de business et donc voilà. Donc le bénéfice final, ça a été ça, mais c'était pas ça l'idée de départ. Ouais, l'idée de départ, c'était vraiment, développer ton élocution. Je sais que tu m'en avais parlé. Là, aujourd'hui, c'est vrai que enfin, on le voit quand on bosse ensemble. Tu es du coup en relation avec des gens, que tu n'avais pas, dans ton carnet d'adresses. En fait, tu ne les connaissais pas du tout. Tu apprends à les connaître, quand tu enfin, un petit peu avant aussi, mais quand tu tournes le podcast, quoi. Mais en plus, c'est trop bien parce que, par exemple, moi, j'étais, très, très fan d'Alex Dana, le fondateur de Live Mentor. Bah, Alex est quelqu'un de génial, donc je sais pas si ça se serait appliqué à son cas, mais on va l'utiliser comme exemple. Admettons que je lui envoie un email ou je lui envoie un message sur LinkedIn. Je lui dis: «Voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut prendre un café pour discuter?» Ça va le saouler. Ça va le saouler, ça me saoulerait, ça saoulerait tout le monde. Parce que voilà, il peut pas répondre à tout le monde là-dessus. Enfin, c'est juste pas possible. Le gars, il a une grosse communauté, je veux dire, il a quand même une boîte, il a 200 collaborateurs. Enfin, au moment où on a enregistré, il avait 200 collaborateurs. Heu, Par contre, je lui dis: «Écoute, on passe 1 heure ensemble, on discute et on enregistre ça et ça sort en podcast et puis on fait ça en mode conversation comme si on était autour d'une bière». Ben là, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Et donc le gars, ben, que ce soit lui, que ce soit n'importe qui d'autre, ben, forcément, il va avoir plus tendance à accepter que si je lui proposais juste de prendre un café comme ça, heu, voilà. Pour pouvoir échanger avec lui, il y a une réelle plus-value, en fait, derrière. Mmh. Et toutes les semaines, je discute avec quelqu'un d'intéressant. Je discute avec quelqu'un de nouveau et d'intéressant. Donc je trouve ça absolument ouf et les conversations, elles tournent pas en rond. C'est-à-dire que ça évolue. Évidemment, on a des conversations on bosse tous dans le monde du digital, c'est la seule règle. Mais c'est hyper intéressant. Quand on parle, quand on veut, je dis, admettons, on va parler du sujet du CPF et au final, ça part en développement personnel. Je dis: «Waouh!» Tu vois? C'est un truc de fou. J'ai un peu l'impression que c'est des conversations de fin de soirée et je trouve ça trop bien. Les conversations de fin de soirée Mmh. sur le podcast Business Advisor, c'est ça. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, grosse incompréhension. Business Advisor, l'advisor, c'est pas moi, hein, c'est l'invité. Et ça, il y en a plein qui le Oui, comprennent c'est vrai. autrement, hein. Bah, ou qu'ils comprennent après, en tout cas, hein. En Ouais. premier, ils le comprennent pas forcément, hein. Donc, je sais pas. En termes de branding, d'ailleurs, ça peut être intéressant de sonder, savoir s'il faudrait renommer le truc, mais moi, pour moi, l'advisor, c'est l'invité, hein, c'est pas moi. Oui. Du coup, comment est-ce que tu choisis les invités interviewés sur le podcast? Comment ça se passe? Alors, bah, ça, on va répondre à 2, hein. On va répondre à 2. Moi, je pose mes idées. On a un tableau Asana. Je Ouais. pose les invités dont j'ai, alors soit les gens qu'on me suggère dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires Instagram. Hem donc ça, soit, ben, j'écoute un podcast, je trouve intéressant, je note la personne, ou alors il y a une sortie, une actualité, un bouquin, un truc, ça m'intéresse, je sors j'indique le nom.
Et à ce moment-là, donc ça, c'est la première façon. Deuxième façon, c'est mes invités qui me recommandent d'autres personnes. Par exemple, Alex Dana m'a fait rencontrer Julien Musi, donc trop bien. Julien, maintenant, on se parle quasiment toutes les semaines. Donc on est même devenus potes à côté. Donc ça, c'est hyper bien parce que l'invité reçoit un questionnaire à la fin de l'interview pour savoir comment ça s'est passé et s'il avait des améliorations à apporter et s'il avait des invités à nous suggérer. Donc ça, c'est cool. Et troisième levier, c'est toi, tu m'en suggères également. Ouais, Et je t'en quand suggère. Oui, pardon, vas-y. ouais, c'est ça. Et en fait, quand je n'ai pas la substance, quand je connais pas la personne, etc. Bah en fait, tu vas m'apporter, enfin, tu vas faire des recherches, tu vas m'apporter plein d'informations sur le parcours, etc. C'était le cas d'Ophélie, par exemple, que je connaissais pas. Je sais pas si Ouais. expliquer comment on s'est organisé. En gros, moi, j'ai ma partie aussi où, face à l'actualité, face aussi sur, les choses qui peuvent c'est beaucoup par rapport à l'actualité, sur les choses sur lesquelles je trouve opportun, des podcasts que moi également je vais écouter où je vais me dire: «Ah cette personne, c'est cool, elle a été interviewée par un tel, elle a soulevé ce point-là, mais ce point-là serait intéressant d'être soulevé». Je te le transmets, je te le soumets, ensuite on tranche sur, la faisabilité et cetera. Il y a eu l'exemple d'Ophélie que je suis depuis, 2017, ça fait une éternité que je la suivais et elle est remontée, dans mon fil d'actu et je me suis dit: «Purée, mais elle a un tournant qui est complètement, aux antipodes de de ce qu'elle faisait de ce qu'elle proposait en 2017. Je vais te la proposer parce que, elle a créé plusieurs business et cetera et elle s'est grave développée là-dessus. Ça pourrait être intéressant de mettre l'accent sur tel point, tel point, tel point». Je te l'ai soumis, j'ai fait la mise en relation et voilà. Il y a un truc que je remarque, enfin que j'ai remarqué après coup, c'est qu'en fait, il y a des patterns qui se répètent. Par exemple, à un moment, je me posais pas mal de questions, moi, sur le lâcher prise à titre personnel de la boîte, Mmh mh. sur le fait d'être pieds et poings liés à la boîte, etc. Et c'était un vrai sujet. Tous les invités, en fait, au final, alors c'est peut-être parce que je l'ai amené ou peut-être parce que c'était un truc plus macro, je sais pas. Mais on a beaucoup parlé du lâcher prise. C'est au moment où il y a eu Victor Laura qui est passé, etc. Oui, Après, c'est il y a vrai. eu enfin là, sur les épisodes de la rentrée, donc logiquement, la FAQ, ce sera le premier épisode de la rentrée, mais c'est un peu un hors-série. En fait, tout ce qu'on a enregistré là récemment, ben, bizarrement, alors c'est pas du tout mon cas, mais ça concerne des sujets de reconversion professionnelle. Ophélie qui change carrément de voie. Ensuite, on a des sportifs de haut niveau qui sont en reconversion parce que ils sont remplacés par des plus jeunes. Il y a également, potentiellement, c'est pas encore fait, mais une actrice porno, donc son image ultra engagée, parce que, et puis pas n'importe comment, qui est en reconversion, qui a effectué sa reconversion, qui est revenue à faire un métier plus traditionnel. Donc, du coup, elle nous parle de ça. Enfin, elle va nous parler de ça, c'est pas encore fait. Et donc, ça parle de la reconversion. En fait, c'est le hasard. C'est le hasard de voir. Voilà. Et puis, si on regarde Claire, elle vient de reprendre la main sur un business parce que le fondateur du business est en reconversion, etc. etc. Donc, en fait, je trouve aussi des patterns. Et forcément, un podcast me donne l'idée d'un autre invité derrière par la suite, c'est clair. C'est vrai qu'en plus, c'est pas forcément, il y a pas une thématique spécifique où on se dit: «Les 5 prochains, ça va être cette thématique», parce que je pense que ce serait assez lassant aussi par rapport à l'audience si on n'était que sur une thématique. L'idée de ces différents invités, c'est vraiment qu'ils apportent leur expertise sur absolument tout et qu'ils puissent aborder cette reconversion par le biais de, bah, plusieurs points en fait, assez spécifiques et qui seront différents auprès de chacun. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette thématique, souhaitée, mais c'est vrai que là, comme Ouais. tu On disais, retrouve des patterns. Ouais. c'est venu hyper naturellement ça. Mm. Yes. Je passe à la suivante. Ouais, vas-y, je t'en prie. Allez. Comment est-ce que tu as fait pour investir, dans l'immobilier au début et aujourd'hui, comment est-ce que tu gères? Ça reprend un peu la que des Ouais. questions qu'on a fait tout à l'heure, mais bon. C'est drôle parce qu'en fait, l'immobilier aujourd'hui, ça doit être 5% de mon temps et ça revient beaucoup dans les questions. Oui. J'en parle pas beaucoup. Après, on a eu beaucoup d'invités sur l'immobilier quand même, c'est vrai. Alors, comment j'ai fait au départ pour investir? Par la dette, assez classiquement. Je suis allé voir mon banquier. Alors, au départ, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait. Et d'ailleurs, je peux le répéter encore 10 fois. Je re-entendrai cette problématique. Je suis allé voir mon banquier en disant: «Est-ce que je peux emprunter?» Voilà, donc ça, c'est le truc à absolument pas faire, parce que le banquier, il veut tout rien dire. Enfin, il peut tout vous répondre ou rien vous répondre. La question, elle est plus, j'ai ce projet-là, est-ce que du coup, on peut le faire ensemble? C'est plus comme ça qu'il faut l'amener. Il faut y aller avec un projet et pas: «Est-ce que je peux emprunter?» Voilà, on n'est pas, ce
c'est pas trop l'idée. Je pense que c'était un petit peu pareil quand on était plus jeune, quand on demandait à nos parents si on pouvait sortir. Est-ce que je peux sortir samedi? Par principe, c'est non. Par contre, est-ce que je peux aller chez Flo regarder le match samedi soir? Oui, vas-y. Il faut juste expliquer pourquoi. Et de suite, ça aide dans la négo. Donc voilà. Donc moi, j'y suis allé au départ sans projet, ça a capoté. J'y suis allé avec un projet, ça a fonctionné. D'ailleurs, ce projet-là, je suis en train de le revendre maintenant. Ça fait un petit moment. Mon premier projet IMO. Donc voilà. Et aujourd'hui, comment je le gère? Sur toute la partie promotion marchand de biens, moi là-dessus, je suis juste passif, donc je mets juste ma trésorerie. Donc c'est mon associé qui gère ça. Et pour tout ce qui est immobilier de location, aujourd'hui j'ai une agence qui gère ça. Et elle m'envoie des mails ou des notes vocales sur WhatsApp pour me dire voilà, on a une chasse d'eau qui fuit, il y en a pour 50 balles, est-ce qu'on y va? Oui, non. Et puis voilà, c'est tout. Ça se fait comme ça. Mais je connais plus C'est le nom de mes vraiment locataires. délégué, quoi. Oui, Exactement. d'accord. Tu as complètement délégué, en fait, cette partie-là. Ah mais il me faut une semaine pour monter une table basse Ikea, donc je vais pas en plus gérer c'est juste chacun ses compétences, c'est pas du tout les miennes. Donc là-dessus. Par contre, au départ, la mise en gestion, ça n'a pas été forcément simple parce que je suis tombé sur des agences. J'ai acheté le bien chez le notaire, l'agent immobilier qui faisait la transaction me dit est-ce que ça vous intéresse qu'on le prenne en gestion? On va vous faire un geste commercial sur la première année. Du coup, je dis oui, vas-y, prends-le quoi. Et au final, c'est chaotique parce que une agence qui fait la gestion, c'est pas n'importe qui. C'est pas la même forcément qui va faire la transaction. Donc voilà. Donc ça a été une des erreurs au départ. Donc voilà. Ok. Et puis pour tout ce qui est travaux, je suis associé. Par exemple, j'ai un immeuble à Bergerac où on a pas mal de travaux. Je suis associé avec quelqu'un qui fait les travaux. Donc là-dessus, j'ai pas de difficulté. Ok, je vois. Voilà. Mais c'est Parfait. incroyable l'engouement de l'immobilier. Alors c'est très français, mais waouh, c'est ouf. On est sur un truc, enfin, j'avais lu un article là-dessus et c'était hyper intéressant où aujourd'hui, les 10 dernières années, c'était l'engouement principal. Il faut investir dans l'IMO, dans la pierre, machin. Aujourd'hui, tu parlais des NFT tout à l'heure, je me demande si c'est pas plutôt intéressant Ouais, les d'investir. crypto et NFT, ouais, c'est sûr. Ok, c'est intéressant d'avoir son bien, etc. Mais est-ce qu'on peut pas investir là-dedans aussi? Ouais, mais là-dessus, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu la conférence ici avec David de Villa, qui était Oui. venu ici au bureau. On s'était rencontrés d'ailleurs ce jour-là avec David et en fait, pour moi, l'immobilier, je parle de l'immobilier patrimonial, toujours pareil, pas de marchand de biens, pas de promotion. Ça n'a un intérêt réellement en tant qu'actif de patrimonial que si on s'endette. Si c'est pour mettre son argent dedans, un immeuble à Bergerac, ça vaut 150 000 €, vous aurez 3 apparts et vous allez faire 15 000 € de loyer par an. OK, donc on a une renta à 10%. Ça, OK, c'est cool. Mais si on doit mettre les 150 000 €, si on doit le faire sans passer par le crédit, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux les mettre, dans ce cas-là, en bourse. La bourse, en moyenne, ça fait 10% par an. La crypto, ça dépend des années, mais c'est à peu près. C'est juste oufissime. Ça n'a rien à voir en termes de rendement. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça, c'est liquide. C'est-à-dire que si j'en ai besoin, j'ai un coup dur, je peux retirer l'argent. Si par exemple je veux Oui. vendre mon immeuble, c'est pas liquide. C'est-à-dire que ça met un moment avant d'être arbitré, avant d'être vendu. Et donc c'est là où moi je dis l'immobilier n'a un intérêt que si on s'endette. Voilà. Ok. Voilà. Je passe à la suivante. Très bien pour ça. Oui. Ah. Ok. Qu'est-ce qui va changer pour cette saison 2 de podcast? Alors, saison 2. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je vais interviewer des personnes qui sont un petit peu moins dans le business en ligne. Il y en aura toujours une grosse partie parce que c'est mon quotidien professionnel. On va pas se mentir, c'est ce qui vous intéresse le plus. Les demandes qu'on a très très souvent, c'est du business en ligne. Donc voilà. Mais j'aimerais élargir un petit peu le spectre, aller un petit peu plus sur le mainstream. Alors on va pas interviewer n'importe qui, mais il faut forcément qu'il y ait un lien avec le digital. Et donc voilà en gros un peu ma démarche. Ce qui va changer dans la saison 2, c'est que peut-être, là je suis au bureau, peut-être que tous les épisodes ne seront pas tournés ici, peut-être que j'ai le même matériel à la maison, peut-être que je vais en tourner depuis la maison. On verra si ça a le même succès ou pas. Pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui ont que le son, qui écoutent sur les plateformes de podcast, il n'y aura aucun impact. Et donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien essayer pour être à la maison tranquille et pouvoir tourner plus souvent. C'est surtout ça, parce qu'en fait j'habite à 1 heure du studio et du bureau, donc c'est forcément un peu plus compliqué en termes de logistique.
Donc ce qui va changer, c'est essentiellement ça, devenir un petit peu plus mainstream dans les invités et puis peut-être, délocaliser le studio. Voilà. OK, donc quelques changements quand même à prévoir, pour cette nouvelle saison. Ouais, un petit peu, tranquillement. Mais en fait, les feedbacks ont quand même été très bons, donc là-dessus, on itère un peu, mais c'est plus du confort au final maintenant. Voilà. Très bien, OK. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles thématiques à prévoir? Alors, les thématiques, ouais, bah, là, je me suis un peu spoilé. Ouais, on va être un petit peu plus mainstream. On va peut-être aborder, des choses, qui concernent autre chose que le business en ligne. On a quand même pas mal parlé de dev perso, on a quand même pas mal parlé de management Mmh. et cetera. Donc ça viendra par rapport aux invités. Pour moi, en fait, je le vois pas en thématique, je le vois en pour moi, j'interviewe des personnalités. Je traite pas une thématique. Les thématiques, par exemple, moi, ça me plaît de traiter les thématiques. Mais ça, je le fais à travers des masterclass. D'ailleurs, les masterclass, moi, elles sont offertes. Donc, si vous laissez votre mail, on vous envoie la masterclass de votre choix. On en a une sur le lean, on va en avoir une sur les muscles, qu'elle a été demandée, etc. Ça va être là-dessus. On prend un sujet, on chope le 20-80, on en fait une présentation et je le tourne de la même façon, mais je le mets dans un espace membre. Donc ça me dérange pas de le faire. Mais quand je suis sur le podcast, j'interviewe une personnalité. D'ailleurs, dans les suggestions d'épisodes, qui ont été demandés sur Instagram. On m'a demandé des choses sur lesquelles moi, j'étais impossible de produire une masterclass. Du coup, ça va se faire à travers des podcasts. Pour moi, c'est une Bah, alternative. oui. Soit on se concentre sur la personne, en tant que telle, l'humain, et c'est un podcast. Soit on parle d'une thématique et je peux faire des masterclass, soit seul, soit accompagné. Voilà. OK. Donc l'interview des personnalités, en fait, se fait surtout par rapport à la personnalité finalement, parce que le Ouais, exactement. sujet, il sera plus traité en masterclass comme là, le sujet des muses, clairement, on a mis 2 questions, mais c'était toujours les mêmes qui revenaient si Mmh. on devait toutes les mettre. Par exemple, ça peut être un sujet que tu peux développer, Ouais, également clairement. seul. Mais ça va être le cas, hein, c'est sûr. Là, j'hésitais un petit peu et là, maintenant, c'est bon, c'est validé. Est-ce qu'un nouveau format plus court est envisageable? Alors, moi, je fais en sorte que tous les épisodes durent 1 heure. Et si vous regardez, si vous enlevez l'intro, on a vraiment 1 heure à 1 minute près, on tombe sur l'heure. Il y a très peu de montage dans les épisodes, j'essaie que ce soit le plus naturel possible. Je trouve que 1 heure déjà, c'est beaucoup trop court. Hem, on parle à des gens qui réalisent des millions par an, qui ont des dizaines, voire des centaines de collaborateurs, qui ont eu des expériences complètement ouf. Les gars, ils ont vécu 10 vies dans une vie. Ils ont tous 30 ans. C'est juste incroyable le parcours de ces personnes-là. Et en 1 heure, il faut qu'on se présente, qu'on parle de ce qu'ils ont fait, et qu'on leur fasse un petit peu de promo en leur demandant leurs liens, leur actualité commerciale, et cetera. Moi, je trouve que c'est déjà extrêmement court, pardon. Je suis très jaloux du format, par exemple, de Mathieu Stéphanie qui fait des 2 heures et demie, 3 heures. Je trouve ça absolument génial. Il le fait en présentiel, c'est pas la même énergie, j'imagine. Nous, on fait que des interviews à distance parce qu'on est à Bordeaux et quasiment tout le monde est à Paris. Donc trop court, pour moi, non, ça s'y prête pas. Ça s'y prête pas. Vis-à-vis de l'invité, je me sens pas de le faire plus court. C'est pas possible, même là, enfin, même là, regarde, «je t'interview» entre guillemets, on avait dit qu'on allait passer une trentaine de minutes. Ouais, En on fait, est déjà à non. 1 heure. On a tellement de choses et de sujets à aborder, même à côté des questions, que c'est pas possible. Pour tout mettre en avant, c'est pas possible. C'est pour ça Mmh, que l'idée des masterclass en parallèle, ça peut être, vraiment pas mal, sur, mmh. des sujets spécifiques peut-être, Il y mais a plus il y a il y a courts, un non. truc que il y a un truc que j'aimerais bien mettre en place, mais c'est toujours pareil, je suis en phase de réflexion. J'aimerais bien faire des groupes de discussion sur le business. Mmh mh. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait bien. Hem, un petit peu comme on fait le consulting aujourd'hui, mais on le fait de manière individuelle, j'en parlais tout à l'heure. Et ça pourrait être intéressant d'avoir des tables ouvertes, en fait, de discussion. Et ça pourrait se faire plus sur un Zoom, un truc comme ça. C'est un truc qui me plairait vraiment bien. Je sais pas trop comment l'organiser dans l'emploi du temps. Et puis on pourrait avoir une vingtaine de personnes et on échangerait sur des sujets. En gros, ce qu'on est en train de faire là, à part qu'au lieu que Ouais. la question elle soit posée sur Instagram, qu'elle soit copiée-collée dans un PowerPoint et qu'on le fasse en podcast, bah, que ça soit directement, qu'on soit directement, heu, branché, quoi. Ouais, Donc je pense que ça peut être bien sur des sujets spécifiques. Par exemple, je sais que ça peut vraiment être bien. Après, si c'est une question d'agenda et cetera, je pense que tu on peut arriver à organiser ça. ouais, on fera C'est un OK. essai. On fera un essai. Parfait.
Bon, du Est-ce coup, que ouais. tu prévois ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, par rapport à ça, ouais, j'ai un peu spoilé déjà la réponse, mais vas-y. Oui, est-ce que tu prévois du coup de réaliser des interviews en live? Ouais, en live, c'est très compliqué pour moi parce qu'il faut, en fait, on fonctionne beaucoup sur la publicité pour faire la promotion du podcast. Du coup, ce serait très compliqué de faire monter l'audience à ce moment-là. J'ai peur qu'en fait, au final, on le fasse en live et que 90% des écoutes soient faites en replay. Donc, j'y vois pas spécialement d'intérêt. Surtout que moi, j'enregistre le jeudi matin. Et donc, le jeudi matin, le mercredi matin. C'est des moments où, en fait, il faut pas que vous soyez en train de regarder des lives, quoi. C'est le moment où il faut charbonner, quoi. Donc, là-dessus, non. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Ce que j'aimerais bien pour avoir l'interaction, par contre, c'est ces fameuses masterclass ou ces fameux groupes de discussion qu'on ferait gratuitement, etc. Ça serait hyper bien pour avoir de l'interaction. Ça me ferait bien kiffer. Mais aujourd'hui, le live, c'est pas du tout dans les sujets, quoi. Mais les masterclass, je pense que ça peut être hyper intéressant. Ce serait vraiment bien en tout cas. Ben, en tout cas, ouais, ça fait partie des peut-être des pistes à améliorer, des pistes d'amélioration sur peut-être à partir de septembre, on verra. On va déjà finir le. Développer ouais, on va déjà finir Mmh, l'année et ce sera pas mal pour la suite. yes. Bah, tu vois, ça fait pile poil 1 heure. Ouais. On est dans les clous. C'est à chaque fois ça tombe, c'est millimétré. On pourrait croire que c'est fait exprès. Ouais, grave, ça fait pile 1 heure. Allez, peut-être avec des petits cuts, je sais même pas, mais avec quelques cuts et 1 heure. Yes. Bah, du coup après, je pense que si les gens veulent comprendre un peu mieux ce qu'on fait à côté de ça, sur la partie business, il y a plusieurs façons de comprendre un peu ce qu'on fait et de voir un peu comment on le fait au quotidien. Il y a mon Insta, donc Gérald Faure, sur Insta. On est en train de le refaire, parce qu'on est en train de remettre à jour toute la charte graphique du podcast et donc du coup, on est en train de me faire un vrai Insta, pas un Insta à moitié perso, à moitié pro. Donc ça fait partie des gros boulots de Natacha en ce moment. Et donc voilà. Et sinon, après, il y a le site de Neosis, donc neosis-conseil.com, et il y a ilab-formation au pluriel.com, où en fait, il y a notre activité B2B, donc pour les vendeurs de formation, donc c'est Neosis, et l'activité B2C, pour les gens qui veulent acquérir une compétence dans le digital, c'est ilab. Donc voilà, en gros, nos grosses activités dont on peut parler publiquement parce que voilà, elles sont sur le CV. Et sur LinkedIn, dans tous les cas, il y a tout. Je parle également des prises de participation qu'on prend. On a fait de très très beaux deals cette année avec des gens hyper intéressants, des projets passionnants. Donc ça, c'est vraiment la réussite 2021. Et puis voilà. Il y avait une question qui était revenue aussi, enfin, mais assez souvent, mais j'en profite parce que tu parles de ton Insta, et cetera. Les gens me demandaient, comment est-ce qu'on fait pour te connaître, un peu plus, en fait? Mais, aller sur l'Insta de Gérald, Gérald, poste des stories assez régulièrement. On peut vraiment suivre, ta vie, d'entrepreneur, même personnelle, sur le sujet. C'est, hyper facile en plus ce type de réseau, pour en tout cas pour ton audience. Hem et également pour le reste, où est-ce qu'on peut c'est rigolo, c'est moi qui vais te poser la question, Gérald. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Gérald, aujourd'hui? Si on Bah, veut prendre contact avec toi? ouais, alors LinkedIn, clairement, j'y suis pas. C'est toi qui as mes accès, donc C'est si moi jamais on me qui y contacte, c'est suis. toi qui vas répondre. Mais si on veut me contacter directement, Insta, c'est très bien. Je réponds à quasiment tous les DM. euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est avec plaisir en tout cas pour échanger. Ouais, Insta, c'est quand même le mieux. OK, donc petite préférence pour Insta, sinon sur LinkedIn pour certains, mais je ferai passer le message à Gérald de toute façon, dans Ouais, tous les cas. c'est ça. Mais merci beaucoup Natacha de manière générale et puis merci d'autant plus pour cet épisode. Et puis Bah, merci à toi ouais. pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir un épisode du coup qui sortira la semaine prochaine. Ça sera la reprise, c'est la rentrée. Je sais pas encore lequel on va mettre. Il y en a 3-4 de tournée déjà, donc Je on va sais pas devoir, encore, on va choisir. On on va va devoir choisir. brainstormer là-dessus. C'est ça. Et puis, je vous dis à tous une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très vite. À très vite.